Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échanges parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Papa d'aujourd'hui, présent, affectif et engagé. Alors, comme d'habitude, je vais contextualiser le thème d'aujourd'hui. Alors, pendant longtemps, la figure du père a été associée à une autorité distante. Le papa d'autrefois incarnait avant tout le rôle de pourvoyeur. Il travaillait, décidait, imposait des règles, mais participait peu au quotidien affectif et éducatif des enfants. L'expression « le père fait peur, la mère rassure » résume bien cette représentation traditionnelle où l'amour paternel passait davantage par le devoir que par la tendresse. Aujourd'hui, cette image évolue profondément. Les papas d'aujourd'hui sont de plus en plus présents, engagés et affectifs. Ils changent les couches, accompagnent les enfants à l'école, partagent les tâches domestiques et s'impliquent activement dans l'éducation émotionnelle de leurs enfants. Le père n'est plus seulement une figure d'autorité, mais aussi un repère affectif à l'écoute capable d'exprimer ses émotions. Cette transformation s'explique par plusieurs facteurs, l'évolution des mentalités, la place croissante de l'égalité entre hommes et femmes, les nouvelles attentes sociétales et une meilleure compréhension du développement de l'enfant. Être un bon père aujourd'hui ne signifie plus seulement poser des limites, mais aussi créer un lien de confiance et de proximité. Alors, le débat d'aujourd'hui. Cependant, cette évolution soulève des questions. S'agit-il d'un réel changement durable ou d'une norme idéalisée? Tous les pères ont-ils les mêmes moyens d'incarner ce nouveau modèle? Et c'est autour de cette nouvelle paternité que s'ouvre le débat d'aujourd'hui. Alors, pour démarrer, pour commencer, je vous pose la question, comment étaient les pères d'autrefois dans leur relation avec les enfants? Alors, est-ce qu'on peut commencer par ça? Qu'est-ce que vous en pensez, les papas d'autrefois et les papas d'aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire? Oui, on commence par vous, Minachi. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Bonjour. C'est un vraiment bon thème, un thème plus pertinent pour tous. Alors, j'ai quelque chose à partager. À Oui. l'époque, les responsabilités entre hommes et femmes étaient redoutablement distinguées. Les papas s'occupaient du boulot, tandis que les mamans s'occupaient de la maison. Les papas participaient rarement aux tâches ménagères, aussi bien qu'à l'élevage des enfants. Ils ne savaient pas les préférences et les habitudes de ces enfants dans la vie quotidienne. C'était toujours les mamans qui organisaient les tâches pour les enfants. En fait, je me souviens bien que mon papa ne se rappelait pas même à quel niveau j'étudiais. Mais aujourd'hui, la situation a beaucoup transformé. C'est très commun que les deux parents travaillent et toutes les responsabilités, comme les tâches ménagères, l'élevage des enfants, etc., sont partagées. Par conséquent, les papas passent plus de temps avec ses enfants et s'engagent sur les activités quotidiennes. Ils expriment bien et plus fréquemment qu'avant leur affection et participent plus activement sur leur éducation. Alors, à mon avis, c'est mieux. Et oui, c'est tout. Merci, monsieur. Oui, parfait. Merci beaucoup, Minachi. Très bien pour avoir commencé avec ces pensées-là. Oui, c'est vrai que autrefois, c'était difficile pour les papas de comprendre et connaître le niveau de leurs enfants, surtout avec leurs études. Et donc, ils leur demandaient, quand les enfants venaient, ils leur disaient, Papa, j'ai réussi. Ah, c'est très bien, mais tu as fait quel niveau? Donc, parce que ça me fait penser à ce qui s'est passé récemment avec moi. J'étais avec quelqu'un. Donc, ce monsieur, il me parlait, il me disait qu'à quel point il était difficile pour lui parce que son papa, il avait 6 enfants. Et donc, avec 6 enfants, c'était compliqué des fois de comprendre le niveau de chaque enfant. Et donc,
les enfants ils allaient le voir. Je pense que ce monsieur avec qui je parlais aujourd'hui, il a 75 ans et donc on peut comprendre son papa. Et donc, c'était en famille nombreuse. Et donc, lui, il leur posait une question. Alors, ça s'est bien passé à l'école? Oui, très bien. Et donc, c'était une question qu'il leur posait à la fin de leur année scolaire. Mais leur maman, ce monsieur m'a dit que sa maman disait à son mari de leur poser plus de questions, de vraiment montrer ce côté affectif et de montrer que moi, je m'investis énormément à votre éducation. Mais vous voyez, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et vous avez bien dit, Minakshi, que papa, il était à l'extérieur, tandis que maman, elle était à l'intérieur. Du coup, tout ce qui est le côté financier, économique, le papa s'en occupait. Par contre, tout ce qui était l'éducation des enfants faite à la maison, c'était fait par la mère. Mais aujourd'hui, ils partagent les responsabilités et l'éducation et comment élever les enfants. Et ça, c'est important. Et donc, tous les deux, ils jouent un rôle important. Très bien, merci. Voilà, je passe la parole à vous, Kashmira. Bonjour. Oui, bonjour Jay et bonjour tous mes amis, toutes mes amies. Oui, moi je vais parler, comment dire, euh, je n'ai pas préparé hein, le document, oui, j'ai juste vu le document, mais je vais parler, euh, how do you say, extempore? Oui, sur le coup, juste comme ça, sur le coup. C'est la même chose, qu'à Kashmira. Ok, sur le chemin, sur le coup, ok. Avant, je vais parler à propos de ma mère et mon père. Mon père, il était alphabété, il a passé son SSI à cette époque. Ma mère, elle n'avait pas d'éducation, mais tous les deux, ils n'intervenaient pas dans mes études. Si je réussis, ils étaient très contents, c'est ça. Mais ils ne savaient pas ce qui se passe, ce qui s'est passé autour de moi, parce que moi, j'étais dans un pensionnat, parce qu'on habite toujours à la campagne. Mais dans mon époque, moi, comme, comme toutes les mères, moi, je me suis occupée des études de mes enfants. De plus, j'ai travaillé à la banque HSBC. De plus, j'ai fait la cuisine. C'était un peu trop pour moi, mais quand même. Mais si les enfants, si mes filles, surtout ma fille aînée, si elle n'est pas disciplinée, elle ne fait pas le devoir, c'est juste regarder mon mari, elle va commencer à pleurer, elle va dire, désolé, pardonne-moi, mais je vais faire le devoir. Mais il ne s'occupait pas du tout de leurs études. N'importe quelle chose, c'est moi qui s'occupais des enfants. Mais au contraire, ma soeur qui habite aux États-Unis, son mari, il s'est occupé de l'éducation de leurs enfants et il a partagé la tâche ménagère et tout ça. Ce que le couple fait maintenant ici en Inde, mais même à cette époque, il a tout fait pour... les deux, ils sont partagés leur travail, même la tâche ménagère et même faire les devoirs, c'était le devoir de mon beau-frère, toujours. Parce qu'il il est très patient. Donc, avec son fils, c'était difficile. Vous connaissez que les garçons, ils sont toujours méchants et ils ne voulaient pas faire des études. Et pour le moment, ça devient très, très difficile. Hein? Heureusement, moi, j'ai deux filles, donc cela n'était pas un problème pour moi. Mais maintenant, on voit même en Inde que le père aussi joue un rôle très, très important dans l'élevage de leurs enfants. Et ils essayent de tout faire
pour que les enfants s'élèvent bien, même pour maintenant, les enfants font beaucoup de sport et, et beaucoup d'activités, pas juste le sport, la danse ou la musique classique, ou la danse classique ou la danse occidentale, etc. Et pour emmener, c'est toujours le papa qui aide aux emmener des enfants et ramener aussi. Et donc, le papa joue un rôle très important maintenant qu'avant. Ils connaissent leurs responsabilités, ils savent leurs responsabilités maintenant. C'est pas comme Meenakshi a déjà dit qu'avant, c'était quelquefois le père ne savait pas auquel niveau son fils ou sa fille étudie. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et même pour les jours des parents, teacher-parents meeting, le rendez-vous entre les professeurs et les parents, les deux parents, le père va prendre un congé pour aller à l'école et pour savoir ce qui se passe à l'école et comment son fils ou sa fille performent dans leurs études et même dans tous les domaines. Tous les domaines. Ok, merci. Très bien, merci beaucoup, Kashmira. Alors, vous avez bien comparé le système indien et le système américain, parce que vous avez dit votre beau-frère est habité en Amérique et que l'éducation de vos deux filles par rapport à l'éducation qui était faite pour leurs enfants en Amérique, aux États-Unis, donc il y avait cette grande différence. Mais est-ce que vous croyez, enfin, c'est une question pour tout le monde, parce que ça nous fait penser aussi à la société, parce que est-ce que la société, est-ce qu'elle joue un rôle important pour dire que vous êtes un homme et vous allez faire différemment, ou vous croyez que c'est quelque chose lié aux qualités, au comportement humain qui va nous, pousser vers cette éducation pour nos enfants? Alors, est-ce que vous croyez que quand on est dans un autre pays, ou bien c'est la société nous influence aussi et que des fois, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, est-ce que les papas stricts, les pères autoritaires, est-ce qu'ils sont vraiment autoritaires ou ils sont forcés de l'être parce que la société passe un message? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la société joue un rôle très important parce que là-bas, ils voient tous les autres pères aussi qui font la même chose. Donc, ils sont pas forcés, mais quand même, ils sont obligés de partager toutes les responsabilités des enfants. Ils voient toutes les choses autour de lui et donc il commence à faire la même chose. C'est la société qui pousse les pères et là-bas, on ne peut pas montrer son autorité. Hein? Parce que si vous frappez les enfants ou même si vous grondez les enfants, ils vont appeler la police et vous savez déjà ce que va arriver après, la conséquence. Donc, et maintenant, on how do you say imbibe? On va inculquer, on va accepter, on va assimiler. On va accepter la même chose ici en Inde aussi. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Kashmira. Alors, quand vous dites ça, ça me fait penser à la citation que j'ai prononcée au début. Le père fait peur, tandis que la mère rassure. Et donc, c'était ça au quotidien en Inde. Les enfants, quand ils faisaient des méchancetés, la maman leur disait, vous voyez, le soir, dès que ton papa arrive, je vais tout lui raconter, tout ce que tu faisais. Vous voyez, donc ça faisait peur aux enfants. Et c'était vraiment le système. Mais maintenant, avec je dirais, la mondialisation, la commercialisation, tous les deux travaillent. Et donc, c'est vraiment important pour le père de garder cet équilibre à la maison pour que la femme soit à l'aise. Sinon, si elle est trop, elle a trop de tâches ménagères à faire à la maison, ça devient très, très difficile pour elle. Et donc, il faut bien répartir ces tâches ménagères aussi. Très bien, merci. Je vous passe la parole, Poonima. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous.
pour répondre à la question d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui, à mon avis, pendant longtemps, le rôle de père se limitait principalement à subvenir aux besoins matériels de la famille. Ça veut dire, il était perçu comme une figure d'autorité et parfois distancé sur le plan affectif comme ça. Mais de nos jours, c'est beaucoup changé et son rôle c'est devenu plus actif et actif dans la vie quotidienne. Pour expliquer ici chez moi aussi maintenant, c'est un moment pour moi pour je pense toutes les sciences de dire c'est très enrichissant et ça nous aide pour l'épanouissement de notre personnalité. C'est pourquoi beaucoup de fois, comme mon mari il a voyagé, quand il n'est pas à la maison, je manque cette opportunité. Et quand on a pensé sur d'autres situations comme plafond de verre pour les femmes dans la vie professionnelle. Il y a aussi quand les pères ils partagent les mêmes opportunités, même responsabilités avec les femmes. Ils aident beaucoup pour les femmes pour trouver le temps qualité et pour trouver le temps pour soi-même. Pour ajouter, ici, de nos jours, les nombreux papas sont très présents et engagés avec beaucoup de choses comme peut-être dans l'école et peut-être à la maison aussi. Les papas, ils jouaient avec les enfants. Et parfois, les papas, ils aident à faire des devoirs et encore exprimer leurs émotions. Les enfants pour exprimer leurs émotions sont pour. Oui, c'est tout à mon côté. Très bien, Merci. parfait. Merci beaucoup, Poulima. Oui, merci. Alors, c'est vrai ce que vous dites aujourd'hui, les papas jouent avec leurs enfants, ils passent plus de temps qu'avant et de plus, ils n'ont pas peur de montrer leurs émotions aussi parce que c'est important de vraiment créer ce lien affectif entre les papas et les enfants. Très bien. Merci. Et pour en parler un petit peu, parce qu'on a dit que pourquoi les pères étaient ainsi, c'est-à-dire les pères étaient un petit peu distants, ils étaient, est-ce qu'il y avait une pression sociale, mais il y a une construction sociale de la masculinité aussi, on peut en parler, la peur d'être perçu faible. Des fois, on est jugé pour être père, il faut être, comment dire, costaud et vraiment macho. Et puis aussi des normes culturelles rigides des fois et une répartition genrée très stricte. Les mères vont faire ceci, tandis que les papas, ils vont faire cela. Et donc, dès le début, Meenakshi avait dit que le papa, il était vraiment à l'extérieur, tandis que la mère, elle restait à la maison. Et puis aussi, comment dire, des contraintes économiques fortes qui existaient à l'époque, même toujours, mais comme ça, on travaille tous les deux. La maman, elle travaille, le papa, elle travaille aussi. Et puis aussi, des fois, il y a une méconnaissance des besoins émotionnels de l'enfant dont on a écouté, c'est-à-dire que c'était Poulima qui a parlé de ça, qu'il y a aussi des besoins émotionnels de la part de l'enfant. Et donc, comment est-ce que le papa, il peut arriver à, comment dire, à satisfaire tout ça, parce que des fois, quand c'est le moment de tristesse ou bien la peur, la colère, et donc les enfants, ils savent pas comment manifester ça. Et donc peut-être avec maman, ça marche bien, mais aussi avec le père, ça nous montre une autre façon de se libérer de ces charges des fois si compliquées dans la vie. Voilà, très bien, merci. Je passe la parole à vous. Monson, on vous écoute. Bonjour, messieurs, et bonjour à tous. Moi, je suis vraiment, je ne sais pas ce que Meenakshi a dit, je
vient d'écouter. Et je peux dire la même chose, c'était avec moi aussi, parce que mon père était très strict. J'avais vraiment peur à cette époque-là, mais maintenant, on partage beaucoup de choses. Et maintenant, moi aussi, je suis un père de 2 petits-enfants. Et pour moi, je sais comment, parce que je pense aujourd'hui, le rôle du père a beaucoup changé. Si je le compare avec le passé, le rôle du père était très, très différent. À cette époque, je pense, le papa travaillait beaucoup à l'extérieur, comme on a parlé de la maison. Et c'était, je suis vraiment d'accord avec vous quand vous avez dit que ça dépend de la société où nous habitons. Ici en Inde, la plupart de pères à cette époque-là n'aidaient pas beaucoup aux femmes. Mais aujourd'hui, je veux dire que les nouveaux papas sont plus présents dans la vie de leur enfant. Et papa aujourd'hui, vous savez, par exemple, moi, je prends soin de mon enfant quelquefois pendant les repas, pendant le temps quand mon bébé couche, parce que c'est pas seulement moi qui travaille à ce moment, c'est ma femme aussi, elle travaille. Et si on ne le fait pas ensemble, je ne sais pas comment expliquer, c'est nous les deux, non? C'est le partage, il faut partager. Être parent est un travail d'équipe, je pense, non? Le soutien mutuel et essentiel dans une famille. Alors, quoi d'autre je peux ajouter? Papa d'aujourd'hui essaye de passer du temps de qualité qui peut-être a manqué à l'époque, peut-être 2 décennies avant ou avant à cette époque. Et aujourd'hui, si je parle de moi, c'est très important pour moi de passer quelque temps, si je suis vraiment occupé toute la journée, pendant le soir, pendant le temps que nous sommes au lit, je partage quelques histoires à mon enfant. Et non, j'essaie de parler ce que c'était mon expérience de toute la journée. Et quelquefois, je demande ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce qu'un de mon enfant, il a 5 ans et il veut partager les choses qu'il a fait à l'école. À cette époque-là, si je compare avant, le rôle principal pour le père, c'était seulement gagner de l'argent pour la famille. Pour plupart, ok, il était souvent vu comme une figure d'autorité, comme vous avez parlé, et il participe pas aux tâches ménagères et s'occupait rarement des enfants au quotidien. Alors, je pense que c'est très, très nécessaire pour tous les pères d'aujourd'hui d'aider sa femme et ce qu'il peut faire. Je ne suis pas quelqu'un qui aide beaucoup ce que je peux le faire, mais il y a quelques défis aussi, monsieur, aujourd'hui. Trouver l'équilibre entre le travail et la vie quotidienne, c'est pas vraiment facile. Quelquefois, on manque de sommeil. C'est un des défis. Quelquefois, à cause de ne pas bien dormir pendant le travail, c'est un peu difficile pour nous. C'est devenu, mais je pense, après devenir père, j'ai appris comment être plus patient. J'ai appris comment être plus responsable et vraiment pour moi, j'ai appris à voir la vie autrement. Ce n'était pas la même chose avant, je veux dire. OK, merci, monsieur. C'est tout de mon part. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Monson. Vous avez super bien partagé votre propre expérience et vous avez raison qu'avant, c'était vraiment divisé, c'est-à-dire chacun son côté, la maman et le papa. Et que, maintenant, il faut qu'ils travaillent ensemble comme équipe. Ça, c'est nécessaire pour, on va dire, overall development d'un enfant. Voilà, ça, c'est nécessaire pour que l'enfant comprenne et aussi ait une bonne personnalité. Avant, c'était maman, même on blâmait maman. C'est quel type d'éducation tu es en train de lui donner à mon enfant. Enfin, les papas disaient ça. Dès qu'il ne faisait pas très bien
en ce qui concerne les études, c'était vraiment la maman la coupable. Mais en fait, c'est la responsabilité des deux. Et puis, on voit ce que vous dites que passer du temps de qualité avec ses enfants, raconter des histoires à son enfant, ses enfants, ça c'est nécessaire parce que à travers ça, on leur donne une autre perspective et un autre aspect de l'existence. Parce que bien sûr, avec maman, elle passe beaucoup de temps. Maman est en train de les corriger, de leur expliquer comment fonctionne le monde. Mais avec le papa, quand il est en train de leur narrer les histoires, il va leur expliquer les personnages, pourquoi ils font ceci, cela, quelles sont les raisons derrière ça. Et comme ça va les aider à comprendre le monde d'une façon beaucoup plus profonde. Et donc, ça va être aussi ajouté, comme quelqu'un disait, c'est la moitié de leur existence. Donc, ça va vraiment rendre un enfant, je dirais, presque complet avec l'expérience totale de la part de leurs parents. Très bien, merci beaucoup, Mossam. Voilà, je passe la parole à vous. Merci, monsieur. Mais Oui. je regrette, il y a beaucoup de constructions qui se passent juste à côté. Il y avait beaucoup de perturbances pendant que j'ai parlé. Non, Alors, mais- désolé pour ça. Mais ici, on n'a rien senti. C'était très bien. Bon. OK, merci, monsieur. Parfait, merci. Oui, Pinky, à vous la parole. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur et Bonjour. bonjour à tous. L'autre fois, c'est le mois, je voudrais partager mon expérience personnelle. Je n'osais pas à parler avec mon père et je n'osais pas regarder la télé parce que il y avait beaucoup de obstacles l'autre fois. Je pense c'est un réseau parce que c'était un réseau parce que le père ne passait pas beaucoup de temps avec leurs enfants parce que il doit travailler en dehors et il n'avait pas beaucoup de sources de communication, mais aujourd'hui c'est possible. Et j'ai commencé à parler avec mon père après mon mariage. Avant, je ne parlais pas jamais beaucoup. Toujours, ma mère était intermédiaire. Oui, intermédiaire pour... Intermédiaire ou mon grand-mère. Mais maintenant, je peux parler avec mon père ouvertement. Aujourd'hui, le scénario a changé complètement. Je pense qu'il y a quelques aspects. Je pense le manque d'amour. Je pense le père d'aujourd'hui manque d'amour de leur père avant. Je pense ils voudraient partager leur temps avec ses enfants. Ils voudraient donner leur amour ça qu'ils manquent pendant leur enfance. Et deuxièmement, grâce aux réseaux sociaux, c'est possible parce qu'on influence beaucoup. Il y a beaucoup de réels, on regarde et le papa d'aujourd'hui copier et il y a aussi l'autre chose que le papa passe beaucoup de temps, il demande leurs enfants qu'est-ce qui se passe dans l'école et qui est votre ami, qui n'est pas votre ami. Il demande beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup d'opportunités de parler avec mon père. Mais maintenant, quand je regarde mon fils avec son papa, je pense I think I mean to say que, Oui.
Mais vous pouvez même dire... C'est bien aujourd'hui parce que il existe convivialité entre les parents et les enfants. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit partager entre nous. Parce que le temps a changé beaucoup. Il y a beaucoup de harcèlement dans l'école. J'ai toujours peur. C'est pourquoi je veux mon fils partage toutes les choses avec moi ou son papa. C'est tout. Merci. Très bien. Monsieur. Merci Venki, bravo et merci beaucoup d'avoir partagé votre propre expérience. Alors, vous avez dit que tout peut attendre sauf les enfants parce qu'une fois, les enfants, ils deviennent des adolescents, peut-être ils n'auront plus besoin, enfin, pas autant que maintenant parce que maintenant, ils ont peut-être, un enfant, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans et il attend la présence, il veut bien que son papa, sa maman soient là avec lui. Et puis après quoi, je sais pas, 13 ans, 14 ans, il a son groupe d'amis et donc et il n'a plus besoin de la présence de ses parents et peut-être il considère que non, j'ai plus envie de vous écouter, ce que vous dites c'est pas correct et moi j'ai ma vie à mener. Et donc c'est vrai de vraiment tisser les liens de proximité avec ses enfants à cet âge-là, à 1 an, à 2 ans même, quand l'enfant a quelques mois. Voilà. Et donc, ce que vous dites, c'est vrai, Pinky, qu'aujourd'hui, dans ce monde où on habite, il y a beaucoup de cas du harcèlement et aussi ça devient quelque chose de compliqué. Et donc, comment établir un dialogue avec les enfants et surtout pour leur dire qu'on est là pour vous, on est comme vos amis, mais bien sûr, on est vos parents, mais quand même, on va vous écouter sans jugement et on est là pour vous toute notre vie. Et puis aussi, les enfants commencent à comprendre que mes parents ne vont pas me corriger. Bien sûr, ils vont me corriger, ils vont me donner les instructions correctes, mais en même temps, ce qui est nécessaire de vraiment leur donner cette confiance quand on est là auprès de vous, même si vous avez besoin de nous dire quelque chose, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, ça c'est nécessaire de créer cette relation. Sinon, ça reste quelque chose de compliqué. Et comme vous avez dit, pour certaines personnes, c'est vrai qu'on ne parle pas à ses parents, à son père spécifiquement parce qu'on a peur. Et donc, il faut casser, il faut briser ces stéréotypes. Et si le papa, il peut le faire, pourquoi pas? Parce que l'enfant, pour lui, c'est difficile. Mais il peut le faire quand l'enfant est petit et il joue avec son papa sans discriminer. Il ne comprend pas si c'est le papa ou c'est la maman pour lui. Ce sont les êtres humains qui sont là autour de lui. Mais petit à petit, le papa, ou même dès le début, le papa commence à se distancier. Mais il faut faire attention à ça et surtout avec le monde contemporain, il faut faire attention parce que les enfants ont besoin de notre présence. Merci, Pinky. Oui, alors, Donna, on vous écoute. Allez-y, je vous passe la parole. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais juste ajouter quelques mots par rapport au rôle de papa. On avait déjà discuté comme il est un symbole de sécurité des fois et aussi un symbole de l'autorité. Parce qu'on n'ose pas de parler souvent très aisément avec notre papa. Dans certaines familles, c'est ça la situation. Mais aussi il est aussi un pilier émotionnel quelquefois. Pour certains enfants, c'est important d'avoir connaître son père parce que il existe une relation forte entre les enfants et les papas. Dans notre société indienne, on parle souvent d'un rôle d'une mère dans la famille, mais tandis qu'il existe aussi un rôle de papa qui est aussi crucial, mais on oublie des fois, on oublie en fait la plupart du temps et ce qui n'est pas tout juste parce que les femmes et les hommes, les papas et les mamans, il faut tout, il contribue tout à la construction d'une vie d'enfant, développer son cerveau ou des fois aussi aider ses enfants à comprendre les systèmes, comment on vit dans une société, soit chez nous, soit d'ailleurs. Donc, le rôle de papa est assez important, ce que je trouve.
Et dans certaines familles, j'ai vu comme il est aussi une source de finances. En cours rapidement vers notre père, s'il y a une demande par rapport à notre dépense quotidienne, ça c'est arrivé avec moi aussi des fois. Donc là, c'est mon père qui est toujours disponible pour moi et je ne le remercie pas tous les jours. Ça, c'est aussi vrai, ce qui me rend un petit peu mal. Par exemple, je vous ajoute, après avoir lu ce sujet ce matin, comme vous avez posté dans notre groupe de chat WhatsApp, je me suis rendu compte que je lui n'ai pas téléphoné il y a déjà quelques semaines. Donc, j'ai essayé de lui appeler ce matin et puis je lui ai demandé pourquoi vous n'avez pas m'appelé comme ma mère. Parce que ma mère, elle est vraiment est au courant ce que je fais dans ma vie quotidienne, mais pas mon père. Mais il m'avait dit comme j'ai pas besoin de t'appeler tous les jours parce que c'est ta mère et toutes les informations et elle m'a partagé et si j'essaie de t'appeler, elle va me rapprocher peut-être des fois. Donc, c'est une situation dans ma vie privée, mais c'était bien comme grâce à ce sujet-là, j'ai essayé de lui parler et j'ai pu parler quelques minutes. Donc, je remercie infiniment tous les papas qui font un rôle impeccable dans notre vie quotidienne. Dans l'autre côté, il existe aussi les autres types de familles partout dans le monde. C'est-à-dire, le père américain ne peut pas être comme un père d'Asie ou bien un père d'Européen. Parce que c'est ça, c'est la société et la tradition et la culture, en fait, la culture et la manière comment on vit dans une société qui transforme son rôle dans une famille. Donc, des fois, il existe aussi les familles comme les monoparentales où on ne voit pas du tout le papa parce que le rôle de papa est déjà fini une fois le bébé est accouché. Donc, ça dépend aussi dans les sociétés différentes et aussi dans certaines communautés. Et tous ces facteurs jouent un rôle indispensable de savoir quel sera le rôle de papa demain dans une vie de couple ou pour aider à comment bien foyer avec les enfants et chez nous. Donc voilà, et j'aimerais aussi juste conclure avec un exemple de ce ciné. Il existe, il est déjà quelque temps. Il s'appelle Mrs. Chatterjee et la vie en Norvège, où on avait vu comment la vie d'un enfant peut être différente, peut-être différente d'autres vies d'enfants dans les autres pays. On ne peut pas juste se plaindre contre notre parent, peut-être en Inde, mais ce n'est pas la même chose dans les pays étrangers. Donc voilà, c'est toutes mes idées à propos d'un père. Ouais, merci. Très bien, merci beaucoup Donna d'avoir partagé votre expérience avec nous. Oui, c'est vrai, des fois on oublie et donc on les appelle nos parents et parce que des fois on oublie, on ne valorise pas autant qu'on doit faire autrement. Mais c'est vrai, des fois, les papas, ils disent que, ah oui, bien sûr, tu étais en contact avec ta maman et donc ta maman me dit tout. Alors, j'ai plus besoin de t'appeler. Mais c'est normal, je pense que ça passe partout dans les familles indiennes surtout. Et puis aussi, mais c'est vrai, des fois, il faut établir un dialogue, il faut leur demander s'il y a des malentendus, il y a des incompréhensions qui commencent à s'installer, il faut les éviter dès le début, sinon on peut vraiment se trouver dans une situation difficile. Et ce que vous dites… Oui. J'ai oublié de aussi ajouter, comme il existe aussi un concept de complexe Oedipex, où on considère comme normalement, ce sont les filles qui est normalement juste très, très proche avec leur papa et c'est juste l'inverse pour un fils. Un fils est plutôt juste vraiment, vraiment proche de sa mère. Alors que pour les filles, c'est juste comme moi qui est vraiment très, très proche de mon père parce que c'est lui qui partage tous les secrets. Quand même, les problèmes avec ma mère aussi, il partage tout avec moi, mais pas avec elle. Donc voilà le rôle qui existe entre nous deux.
Donc, c'est un peu comme ça. Ouais. Très bien, parfait, merci. Mais c'est intéressant parce que on est comme amis et donc c'est bien de partager ces problèmes, ces difficultés aussi, des fois nos réussites, parce que s'il y a des gens autour de nous, nos pères, nos mères, nos parents, alors ça nous aide énormément. Très bien. Et vous avez même parlé, Donna, de ce que c'est une équipe, le papa, la maman. Et donc, je pense que la présence du père, ça transforme l'ambiance familiale aussi, parce qu'il y a une réduction du stress au sein du foyer quand le papa il va participer aux tâches ménagères voilà, à la maison. Et il y a aussi une relation plus équilibrée entre les parents qui va donner une belle, je dirais, éducation aux enfants. Sinon, c'est compliqué quand il y a des conflits, il y a des bagarres, il y a vraiment Ça un a moment beaucoup tendu. évolué aujourd'hui Oui. parce que nous vivons dans notre société qui est conditionnée plutôt par le patriarchisme à l'époque, mais ça a l'air vraiment changé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on considère un papa est juste comme un autre partenaire. En fait, ces deux-là, et ils font le rôle par égalité et puis contribuent d'une façon égale au foyer. Oui, tout à fait. Très bien, voilà, bravo. Et donc, c'est bien ce que vous dites. Alors, un climat émotionnel plus serein et puis aussi un modèle positif de couple pour les enfants parce qu'ils vont montrer comment respecter l'un et l'autre. Alors, le respect, on commence à l'apprendre voilà, depuis sa maison. Et puis aussi une communication familiale plus fluide parce que s'il y a des échanges entre les parents et donc ça va aller vers les enfants et donc les enfants ne cachent rien. Comme disait, je pense que c'était Pinky qui parlait que son fils lui dit tout et c'est bien comme ça, il ne cache rien de sa maman. Et puis aussi un sentiment d'unité familiale renforcée qui commence à s'installer et développer tout à la fin. On peut aussi parler des enfants plus confiants et épanouis parce qu'il il y a des répercussions positives, ce qu'on peut trouver sur les enfants. Très bien. Parfait, parfait. Il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose, il y a un commentaire. Voilà. Ah, d'accord. Mon expérience avec mon père, voilà, je vais rapidement dire, c'était pas différent, comme vous avez dit, c'était toujours comme ça parce que le papa, c'était l'autorité. Et donc, pour nous aussi, avec mon frère et ma sœur, alors c'était presque pareil. Et donc, le soir, papa rentrait du travail. Et donc, on était là en train d'étudier. Mais tout le temps, pendant la journée, on faisait des bêtises. Et donc, avec la maman, c'était tranquille, mais avec le père, notre papa, c'était différent. Du coup, je crois qu'à l'époque, les tâches étaient bien réparties. La maman à la maison et le papa, il était à l'extérieur quand il rentrait. Donc, il y avait cette, je dirais, cette silence qui s'installait. Donc, c'était compliqué. Mais bien sûr, comme disait mon son, aujourd'hui, ça s'est beaucoup évolué, les relations entre nous et nos parents. Et donc, on est presque amis et donc on discute. Mais je pense que après, on ne peut pas, je ne sais pas si on peut vraiment juger tout ce qui s'est passé avec nous parce que ça nous a formés. Donc aujourd'hui, si on est comme ça, je vais plutôt dire c'est grâce à ça, tout ce que nos parents ont fait pour nous, voilà. Et donc, bien sûr, sans porter de jugement sur ça, mais c'était une autre époque et aujourd'hui, on voit que on partage les responsabilités entre le papa et la maman. Voilà. Oui, Samira, on vous écoute, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais ajouter que quand même, aux réseaux sociaux, les parents peuvent travailler à la maison où nous avons aujourd'hui le choix de télétravailler et le père aussi peut travailler à la maison. Mais quand même, euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la relation ou la communication entre les parents, la mère ou le père et l'enfant n'est pas, ne va pas bien. Quand même, il y a des ressources techniques, il y a les réseaux sociaux, mais la communication encore n'est pas bien entre la famille. Parce que tout le temps, si le papa travaille à la maison, il est occupé tout le temps travailler sur le portable, sur l'ordinateur. Et
pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je lis dans les journaux que les enfants, notamment dans les écoles, ils se suicident. Donc, je pense que la première raison de ce suicide, c'est le manque de communication entre la famille et les enfants. Quand même, la communication devient très facile aujourd'hui. Travailler devient très facile aujourd'hui, mais encore, il y a un problème. Donc, ce que j'observe dans les situations aujourd'hui. Oui, c'est tout. Oui, d'accord, très bien. Samira, vous êtes en train de nous parler d'une situation difficile et surtout pas de communication, mais je pense qu'il faut installer, il faut établir un dialogue. Et l'enfant, c'est un, comment dire, c'est un être humain pur qui vient dans ce monde sans aucun jugement. Et donc, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, c'est la responsabilité de ses parents de le protéger et de lui donner cette confiance qu'on est là. Et quoi qu'il se passe avec toi, tu nous dis et après on est là pour t'aider. Mais bien sûr, après vous évoquez un thème assez sérieux parce que si c'est la suicide qui est en train de progresser dans notre société chez les enfants parce qu'ils se trouvent tout seuls, ils ne comprennent pas quoi dire, où aller, comment se protéger. Alors dans ça là, c'est vraiment la responsabilité de la société, mais surtout s'il y a des parents à la maison, les parents doivent faire quelque chose pour vraiment aider leurs enfants. D'accord, très bien. Merci Samira. Oui, Deepak, je vous passe la parole. Bon, c'est moi? Oui, allez-y, Deepak, on vous écoute. Merci, Jay. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. J'aimerais ajouter quelques points, étant père, hein, de mon point de vue. J'ai remarqué qu'avant, il y avait un modèle masculin pour le père et un modèle féminin pour la mère. Mais maintenant, il y a bien une parité qui a commencé à s'installer, hein, parce que ça n'existe pas un modèle strictement masculin et un modèle strictement féminin pour la mère. Parce que, étant prof, j'ai vu, moi, quand j'étais père d'une fille, je suis père d'une fille, rarement j'ai assisté à la réunion des parents d'élèves à l'école de ma fille. Mais moi, étant enseignant aujourd'hui, je regarde, ce sont les pères qui sont plus actifs que les mères à l'école. Je vois la présence des pères à l'école et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est l'implication émotionnelle aussi des pères dans la vie de leurs enfants, hein. C'est d'après mon expérience personnelle aussi, je regarde ma fille s'approcher de moi pour absolument se vider et parler de ses relations avec ses collègues, avec ses amis. Donc, ça a beaucoup, l'évolution de rapport père-fille, père-enfant a beaucoup changé. C'est plutôt des amis, on est plutôt des amis qu'une relation formelle père-enfant ou père-fille. Et aussi, moi aussi, étant père, j'ai commencé à m'investir plus à la vie émotionnelle de ma fille parce que ça nous rapproche, hein, beaucoup. Et avant, c'était seulement que le père était censé participer à la vie professionnelle de ses enfants, de répondre aux besoins financiers de leurs enfants. Mais maintenant, c'est absolument l'image, on a cassé cette image stéréotypée et c'est vraiment pour le bien. Oui. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Deepak, d'avoir partagé votre expérience. C'est vrai ce que vous dites. Alors aujourd'hui, on voit que les papas et les mamans, tous les deux sont présents dans la vie de leurs enfants. Et donc, c'est nécessaire de vraiment leur donner ce développement total et puis aussi de dire qu'on est là pour vous. Très bien, ça nous touche. Merci, Deepak. Voilà. Je vais rapidement partager une vidéo que je vous ai choisie. Alors, c'est la famille et l'autorité parentale que je partage avec vous. Regardez bien, on va voir comment on trouve les nouveaux papas. Quand je dis les nouveaux papas, bien sûr, vous comprenez très bien. Je parle de ces papas qui s'impliquent énormément et voilà, qui ne veulent pas rater, aucune occasion de passer tout simplement du temps avec leurs enfants. Parce qu'en faisant ça, ils commencent à établir une relation forte. Écoutez bien.
Danielle Weiss, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la famille, sociologue, clinicienne et y compris de l'autorité parentale. Alors, on a vu ces jeunes papas. En quoi ils sont nouveaux? Alors, j'ai remarqué que l'un des pères, le premier, je crois, qui s'est exprimé, a dit qu'il voulait que son enfant soit heureux et qu'il aimerait jouer avec lui. Alors, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on constate en effet que les pères prennent du temps pour jouer avec leurs enfants. Ce que autrefois, les pères étaient beaucoup plus distants, aussi bien par rapport à l'affection. Ils embrassaient peu. On peut dire que l'amour et l'affection, quand on dit j'aimerais qu'il soit heureux, c'est de ça dont on parle. Alors justement, vous êtes spécialiste de l'autorité parentale. Est-ce que cette manière de se positionner vis-à-vis de son enfant, qui est une image plus adoucie, est-ce que c'est une façon pour les jeunes papas aujourd'hui de refuser l'image du patriarche ou en tout cas de cette autorité suprême d'une certaine manière? Alors, le patriarcat, c'est un système, n'est-ce pas, qui a perduré pendant des siècles. On sait par exemple que sous l'Empire romain, le père avait le droit de vie et de mort sur l'enfant. Mais en même temps, c'est lui qui, au moment de la naissance, montrait l'enfant à la société, c'est-à-dire sur le seuil de la porte. Il le nommait comme être social. Eh bien, pendant des siècles, sauf pendant la Révolution où ça a changé, c'est-à-dire que le père et la mère avaient autant l'autorité parentale, même si les femmes n'avaient pas droit de vote, eh bien, ça a perduré jusqu'en 1972, où par exemple en France, il y a eu une législation pour que l'autorité parentale soit partagée entre le mari et sa femme. Donc, beaucoup de changements et la société a de toute façon changé sur bien des points. Alors, que représente dans cette nouvelle configuration la famille? J'imagine que c'est aussi une institution ou un concept qui a évolué dans le temps. Alors, comme le dit Marcel Gauchet, et je suis absolument sa théorie, la famille n'est plus considérée comme une institution. C'est-à-dire qu'elle n'est plus pérenne en termes de valeurs pour l'ensemble de la société. On peut dire, bien sûr, qu'elle transmet des valeurs, mais elle ne transmet plus pour la société. Avant, on se sacrifiait pour la patrie. On l'a vu pendant les guerres mondiales. Oui. Vous voulez dire dans ce cas-là que la famille de la sphère publique est passée dans la sphère privée? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on parle de vie privée, de vie intime. On se replie un peu comme ça, où oui. Les autres n'ont pas de droit de regard sur ce qui se passe dans cette famille, alors qu'à l'inverse? Oui, alors les autres n'ont pas droit de regard, c'est pas tout à fait ça. On parle beaucoup de maltraitance aussi, qui est un mot un peu fourre-tout, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais en tout cas, l'État, l'administration peut avoir un droit de regard sur des enfants battus, bien entendu. Mais justement, c'est là le grand changement. On sait que maintenant, si par exemple un instituteur donne une gifle à un enfant, c'est pas du tout permis. C'est-à-dire que l'autorité a changé partout, aussi bien à l'école que dans la famille. Alors, si je comprends bien, le papa a un peu cédé de son autorité. Qu'est-ce que ça représente pour l'enfant? Est-ce qu'il y a un transfert d'autorité, finalement, un peu du papa à l'enfant ou des parents à l'enfant? Oui, alors j'aime bien le terme que vous utilisez, le papa. Là, ça veut dire aussi qu'on est plus proche de l'enfant. Oui, bien sûr,
on parle beaucoup. Alors, depuis que l'on peut avoir l'enfant comme on veut, quand on veut, etc., on parle beaucoup d'enfant du désir. Hein. Le désir d'enfant s'est transformé en l'enfant du désir. Donc l'enfant est roi. Hein, dans cette famille, donc, où les places de la mère et du père sont égales, bien sûr. Hein. Mais cet enfant est roi dans le sens où aussi on a tendance à répondre à toutes les demandes d'objets qu'il veut, parce qu'il voit ses camarades à l'école avoir des t-shirts de marque ou des chaussures. Mais comment expliquer ce surinvestissement affectif de l'enfant? On sent bien qu'il y a une concentration d'énergie autour de l'enfant. Pourquoi? Qu'est-ce que représente l'enfant pour ses propres parents? Est-ce qu'il y a quelque chose de narcissique dans sa relation avec son enfant? Oui, vous employez ce mot. Il y a un investissement narcissique qui représente donc les parents. Mais il y a aussi le fait que la famille, mais ça c'est depuis la révolution industrielle, hein, est réduite aussi beaucoup plus à la famille nucléaire. Hein. Alors bien sûr les parents, les grands-parents à l'heure actuelle, dans les classes moyennes et les classes aisées, et pourquoi pas les catégories plus prolétaires, mais peuvent s'occuper des petits-enfants. Mais en général, c'est vraiment la famille nucléaire. Alors, je précise juste que vous avez coopéré à ce livre « Quelle autorité pour nos enfants ?» Voilà, et donc j'espère que c'est clair pour vous. Cette vidéo, on a parlé de l'autorité parentale et on a même vu que à l'époque, c'était facile parce que on a vu que, mais avec le temps, avec le changement du temps, on a vu que l'autorité a beaucoup changé et aussi le papa, c'était l'autorité. Donc la question c'était que est-ce que on a passé l'autorité du papa vers l'enfant? Et aussi, on a vu qu'il y a un surinvestissement pour enfants, c'est surinvestissement affectif. Et de plus, on a vu qu'il y a aussi cette concentration d'énergie et il y a l'enfant qui a des demandes d'objets, mais comment est-ce qu'on peut vraiment contrôler l'enfant? Mais bien sûr, c'est un autre thème parce qu'ici, on voit qu'il y a l'enfant au centre. Et ça me fait penser à Six Pocket Syndrome. On en a beaucoup parlé en Inde, mais bien sûr, on va aborder ce thème plus tard peut-être. Mais ici, on a même vu que les grands-parents, à l'époque, ils s'occupaient de leurs enfants. Et du coup, même le papa, quand il était absent, ça ne changeait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, comme on vit dans les petites familles, des familles nucléaires, alors ça change tout. Et donc, ça, c'est nécessaire que tous les deux, le papa et la maman, tous les deux, ils soient là pour le développement d'un enfant et surtout le développement harmonieux. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, je vois Shuneza, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette séance. Je suis tellement heureuse d'avoir présente ici. Quant à moi, je voudrais terminer la discussion avec une note de positivité parce que après avoir écouté tous les témoignages des participants, je pense qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'avant, les pères étaient plus stricts. Ils pensaient que c'est une juste responsabilité d'élever les enfants. Mais maintenant, je pense qu'il vient de profiter l'enfance. Il vient de revivre l'enfance avec leurs enfants. Et il y a une reconnaissance. Ils ont rendu compte le rôle les mères jouent dans la maison. Et en plus, je vous recommande fortement une histoire de Catherine Mansfield qui s'appelle The Little Girl.
c'est une très belle histoire sur un point de vue d'une petite fille de 9 ans et comment elle regarde son père. Et si vous avez le temps, je vous recommande de lire cette histoire, The Little Girl by Catherine Mansfield. Et quant à moi, je voudrais ajouter juste une petite incident. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un super papa. Il est magnifique. Je suis fan de mon papa. Bien fait. Mais j'étais tellement choquée avec la réaction de ma belle-mère quand elle a vu que mon mari avait été en train de changer une couche de mon bébé et elle m'a demandé comment et pourquoi vous permettez vos maris de changer une couche? C'est une honte pour une femme. Et je n'ai pas compris pourquoi elle me parle comme ça. Mais ça montre comment ma belle-mère, elle était une femme, elle était une mère, comment elle aurait eu grandi avec une patriarcat, une société patriarcale. Mais moi, je pense que oui, comme j'ai déjà dit, maintenant on vit dans le temps plus positif et je vois comment la société est changée et est en train de changer en Inde aussi, dans la ville et dans les villages. Oui, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Shoneza. Super bien dit. Et donc, vous avez raison quand vous dites que c'est aussi l'occasion pour les parents de vraiment revivre leur enfance. Peut-être ils ont raté, ils n'ont pas, parce que quand on est petit, on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie. Mais avec ses enfants, on peut revivre ces moments précieux. Alors, très bien pour ça. Merci. Alors, pour terminer, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document que je vais rapidement présenter. Alors, c'est un document que je vous ai préparé avec les termes pour le père d'autrefois et le père d'aujourd'hui. Alors, autrefois, c'était pas si facile, c'était une autre société. Alors, il y avait l'autorité patriarcale, pouvoir du père fondé sur la hiérarchie et l'obéissance. Le père incarnait une autorité patriarcale incontestée au sein du foyer. Puis aussi, il y avait cette distance affective, l'absence d'expression émotionnelle envers l'enfant. La distance affective était perçue comme une marque de sérieux éducatif. Puis rigueur éducative, l'éducation fondée sur des règles strictes et peu négociables. La rigueur éducative primée sur le dialogue. Et puis, paternité normative, modèle de père conforme aux normes sociales traditionnelles. La paternité normative laissait peu de place à la sensibilité. Puis, figure d'autorité, parent chargé d'imposer les règles et la discipline. Il était avant tout une figure d'autorité rarement un confident. Voilà, silence émotionnel, refus ou incapacité d'exprimer ses émotions. Le silence émotionnel était valorisé chez les pères. Et puis, on a même vu verticalité des rapports, relation hiérarchique parent-enfant, non égalitaire. La verticalité des rapports dominait la relation père-enfant. Rôle prescripteur, fonction consistant à dire ce qui doit être fait. Le père jouait un rôle prescripteur, rarement explicatif. Voilà, paternalisme, attitude protectrice mais autoritaire. Le parentalisme excluait souvent l'écoute. Retenue émotionnelle. Contrôle strict des manifestations affectives, la retenue émotionnelle était assimilée à la virilité. Autorité morale, pouvoir fondé sur les valeurs et la morale. Il incarnait l'autorité morale du foyer. Et puis aussi, il y avait cette distance symbolique, éloignement psychologique plus que physique. Même présent, il maintenait une distance symbolique. Père pourvoyeur, c'est-à-dire père défini principalement par son rôle économique, ce dont on a parlé. Le père pourvoyeur assurait la stabilité financière. Éducation coercitive, c'est-à-dire l'éducation basée sur la contrainte et la sanction. L'éducation coercitive dominait les pratiques parentales. Rôle genré rigide, répartition stricte des rôles selon le genre. Les rôles genrés rigides excluaient le père du soin. Autorité qui s'impose sans dialogue, son autorité silencieuse suffisait à faire taire. Distance relationnelle,
Faible proximité dans la relation, la distance relationnelle empêchait la complicité. Modèle viriliste, vision de la masculinité fondée sur la dureté. Le modèle viriliste rejetait la tendresse. Éducation descendante, transmission unidirectionnelle sans échange. L'éducation descendante, la parole de l'enfant. Et tout à la fin, c'était la paternité institutionnelle, c'est-à-dire par paternité dictée par les normes sociales, la paternité institutionnelle primée sur l'individu. Et si on parle aujourd'hui les nouveaux papas, alors présence éducative, l'implication active dans le quotidien de l'enfant, la présence éducative renforce le lien affectif. Aussi, l'engagement paternel, c'est-à-dire participation consciente et volontaire à l'éducation. L'engagement paternel est désormais valorisé. On voit aussi l'investissement affectif, c'est-à-dire implication émotionnelle dans la relation parent-enfant. L'investissement affectif favorise la sécurité émotionnelle. Paternité relationnelle, paternité fondée sur la relation et l'échange. La paternité relationnelle remplace l'autorité brute. Et puis, on voit la coparentalité. Partage équitable des responsabilités parentales, la coparentalité redéfinit le rôle du père. Disponibilité émotionnelle, capacité à accueillir les émotions de l'enfant, la disponibilité émotionnelle est essentielle au développement. On voit aussi l'autorité bienveillante, l'autorité fondée sur le respect et l'écoute. L'autorité bienveillante remplace la contrainte. Dialogue éducatif, l'éducation basée sur l'échange verbal. Le dialogue éducatif favorise l'autonomie. Proximité affective, relation chaleureuse et sécurisante. La proximité affective renforce la confiance. Paternité impliquée, père présent dans les soins et l'éducation. La paternité impliquée brise les stéréotypes. On voit aussi la complicité paternelle, c'est-à-dire relation de confiance et de partage. La complicité parentale se construit au quotidien. On voit la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions et celle de l'enfant. La responsabilité émotionnelle est une compétence clé. Modèle parental égalitaire, on voit la répartition équilibrée des rôles parentaux. Le modèle égalitaire redéfinit la famille. Et puis, on voit l'éducation participative, l'enfant impliqué dans les décisions adaptées à son âge. Bien sûr, on lui demande de son avis aussi. L'éducation participative valorise la parole de l'enfant. Et puis, on voit la paternité consciente. Paternité réfléchie et volontaire. La paternité consciente s'inscrit dans la modernité. L'empathie éducative, capacité à comprendre le ressenti de l'enfant. L'empathie éducative favorise l'estime de soi. Et puis, la présence émotionnelle, disponibilité affective constante. La présence émotionnelle sécurise l'enfant. Le rôle paternel pluriel. Père à la fois éducateur, soignant et soutien. Le rôle parental pluriel enrichit la relation. On voit aussi la paternité expressive, c'est-à-dire expression libre des émotions. La paternité expressive normalise la tendresse et tout à la fin, le lien d'attachement sécurisé. Relation stable et rassurante. Le lien d'attachement sécurisé est fondamental. Voilà, on voit, il y a les termes qui sont importants là pour voir comment on va aider à passer, à donner l'éducation à nos enfants et ça va être vraiment le développement harmonieux pour nos enfants. Voilà, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé vos idées et vos propres points de vue. Je vous remercie profondément encore une fois et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci.